Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier l'association de m'avoir invité à venir parler d'homéopathie dans les soins de support en oncologie. Et donc, je suis médecin généraliste, homéopathe. Je suis installée en médecine générale sur Vérac depuis plus de 7 ans. Et je me suis spécialisée en homéopathie et dans les soins de support en oncologie suite à la demande de plusieurs patients que je voyais au cabinet en médecine générale qui me demandaient si en homéopathie je pouvais les aider pour diminuer leurs effets secondaires liés à leur traitement conventionnel. Et suite à ça, depuis 2 ans et demi, j'ai une consultation sur le CHU et depuis 6 mois sur la clinique chez Meux en homéopathie pour accompagner les patients. Alors, un petit point de définition, qu'est-ce que les soins de support ? Donc, c'est l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades, parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu'il y en a tout au long des maladies graves. Et donc, en oncologie, plus spécifiquement, alors ils sont divers et variés, ça permet une approche globale de la personne malade. Le but, c'est d'améliorer la qualité de vie. Et donc, ils peuvent être médicamenteux avec les traitements conventionnels, allopathie, on a l'homéopathie, ou non médicamenteux. Alors, APA, c'est activité physique adaptée, la relaxation, l'hypnose, l'acupuncture, tout ce qui est socio-esthétique, et j'en oublie parce qu'il y en a tellement qui peuvent apporter du bien-être et du confort aux patients. Dans tous les cas, tous ces thérapeutiques sont complémentaires. Elles ne doivent pas se substituer au traitement conventionnel. On n'est pas là pour guérir le cancer, surtout pas. On est vraiment complémentaires et on vient pour aider et accompagner le patient. Donc pourquoi l'homéopathie ? Parce qu'on répond à cette définition. On a une approche, on est complémentaire. On a une approche globale pour accompagner le patient dans sa maladie, quel que soit le stade. Il n'y a pas d'effet indésirable ni d'interaction médicamenteuse. Et le patient, ça lui permet de pouvoir redevenir acteur dans sa prise en charge et dans sa maladie. Et donc l'objectif, c'est l'accompagnement, l'amélioration de la qualité de vie. Alors, un état des lieux, on a quelques études. Une en 2005 sur Strasbourg. Donc, c'était une thèse qui avait été publiée ensuite, faite sur 234 patients sur 2 centres de cancéro sur Strasbourg, où il avait été retrouvé que 29% des patients avaient recours à leur médecine complémentaire. Donc, pas que l'homéopathie, toutes les médecines qui peuvent se retrouver dans les soins de support. Et parmi toutes ces médecines complémentaires, 56% utilisaient l'homéopathie. En 2010, on a une étude Macario sur 18 centres en France qui incluait 844 patients. Là, on avait davantage de patients qui avaient recours aux médecines complémentaires, 60%, dont un tiers l'homéopathie. Alors après, les chiffres peuvent varier aussi parce que tout dépend de ce qu'on inclut dans les médecines complémentaires. Il y a des études qui incluent aussi la kinésithérapie et d'autres qui ne l'incluent pas, donc ça peut faire varier aussi les chiffres. En 2015, alors peu de patients, mais c'est mon petit mémoire que j'avais fait dans le cadre de mon DU d'oncologie, donc sur Limoges, sur le CHU de Limoges, où j'avais repris à peu près le même questionnaire que la thèse de Strasbourg en 2005. Et donc j'avais été interroger les patients qui étaient en cours de chimio et en cours de radiothérapie, savoir s'ils utilisaient ou pas des médecines complémentaires, donc pas que l'homéo, hein. Et j'avais retrouvé à peu près les mêmes chiffres que Strasbourg, 29%, un petit peu moins d'un tiers, qui utilisaient les médecines complémentaires. On avait 35% d'homéopathie. Et ce qui m'avait choqué, c'était qu'un tiers des patients me disaient qu'ils n'en informaient pas leur oncologue. Et donc je me suis dit que là, il y avait quand même un travail d'information à faire aussi. Voilà, que les oncologues étaient quand même pas si fermés et que c'était important que les patients puissent leur dire, voilà, et qu'ils avaient besoin aussi d'être accompagnés à côté. En 2017, à Strasbourg, ils ont refait donc une autre thèse qui a été publiée aussi, qui a repris l'étude de 2015 pour refaire l'état des lieux 12 ans après. Et donc là, on a quasiment la moitié des patients qui utilisent les médecines complémentaires, dont 65% l'homéopathie. Et donc sur ces 2 thèses de Strasbourg, il avait été aussi recherché si les patients ressentaient une amélioration ou pas. Savoir s'ils ressentaient une efficacité de l'homéopathie et des médecines complémentaires.
Et on avait 97% des patients qui utilisent l'homéopathie qui ressentaient une amélioration globale, 93% sur la diminution de la fatigue et 85% sur la diminution des nausées et des vomissements. Alors, je n'ai pas ressorti tous les chiffres, hein, mais voilà, c'est pour avoir une idée globale. Et la deuxième thèse, 12 ans après, on avait à peu près les mêmes chiffres voilà, sur la fatigue, un peu mieux sur les nausées et vomissements. Bon, dans tous les cas, c'est un très beau score. La CISO, la Société homéopathique internationale de soins de support en oncologie, qui a été créée en décembre 2016 à Paris par le docteur Jean-Noël Bagot. C'était lui qui était le directeur des thèses de Strasbourg. Donc c'est une société savante qui a pour but de faciliter et développer la pratique, l'enseignement, la recherche, la promotion de la thérapeutique homéopathique dans le cadre des soins de support en oncologie. Elle est composée de médecins généralistes homéopathes, d'oncologues, radiothérapeutes et pharmaciens. En 2017, suite à notre congrès, on a publié des recommandations à SSO, soins de support en oncologie, sur la prise en charge en homéopathie des effets secondaires des traitements conventionnels, donc des principaux effets secondaires qu'on peut retrouver dans les traitements, mais également de tout ce qui est autour des traitements, la fatigue, l'anxiété, la douleur, l'accompagnement de la chirurgie aussi. Et donc du coup, on en vient à qu'est-ce que l'homéopathie ? Alors, l'homéopathie est basée sur le principe de similitude, c'est-à-dire que toute substance capable de provoquer à dose pondérable des symptômes pathologiques chez un individu sain peut, à dose impondérable infinitésimale, guérir des symptômes semblables chez un individu malade. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus de 200 ans, Hahnemann avait remarqué que quelqu'un qui était indemne de toute pathologie, s'il était en contact avec une substance, que ce soit plante, un métal ou animal, développait des effets secondaires. Et il a remarqué que si une personne qui présentait pathologiquement ces mêmes types d'effets secondaires étaient mis en contact avec cette substance diluée et dynamisée, on a vu une amélioration de ces symptômes. Voilà, comme l'exemple que j'avais noté, là c'était le Coffea cruda, c'est une dilution à base de café et on s'en sert dans les traitements contre l'insomnie. La fabrication de l'homéopathie, donc c'est une dilution à partir de la teinture mère, qui est ensuite dynamisée entre chaque dilution. Si on n'a pas cette dynamisation, c'est-à-dire qu'on agite en fait les molécules pour casser les molécules, s'il n'y a pas cette étape de dynamisation, on n'est pas efficace. Donc c'est pas juste de la dilution. Et ensuite, on imprègne un support neutre. Et en homéopathie, on s'est rendu compte que n'importe qui ne va pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Comme je le disais tout à l'heure dans le topo sur l'oncofertilité, on se rend compte que deux patientes qui ont le même type de cancer, qui vont recevoir la même chimiothérapie, on ne va pas avoir le même impact sur la fertilité. On va avoir la même chose pour tout type de traitement. Et en homéopathie, on se rend compte que effectivement, il y a des gens qui vont avoir des dispositions, en fonction de leur histoire, à développer tel ou tel symptôme. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la notion de terrain. Pourquoi l'individu va développer tel ou tel symptôme plutôt qu'un autre. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une prise en charge du patient dans sa globalité, parce qu'on va tenir compte des symptômes qu'il présente, mais également de ses antécédents et de son vécu. Et ça va nous permettre de déterminer son profil homéopathique. Et suite à ça, si on arrive à arriver avant les traitements, ça nous permet d'anticiper, parce qu'on va connaître, entre guillemets, ses faiblesses, quels vont être les organes qui sont susceptibles de développer plus d'effets secondaires que d'autres. Il y en a qui vont présenter des vomissements, d'autres pas. D'autres, ça va plutôt être une toxicité de la peau, toxicité neurologique en fonction des chimios. Et chaque patient présente des effets secondaires plus ou moins intenses ou différents, pour un même produit de chimio, par exemple. Donc en arrivant avant, ça nous permet d'anticiper et de limiter l'apparition de ces effets secondaires. Comment agit l'homéopathie? En stimulant les systèmes de réparation et de régulation de l'organisme, en les fortifiant. Alors, l'homéopathie en oncologie, l'état des lieux fin 2018, dans les professionnels formés en homéopathie, il y en a 1300 qui se sont spécialisés dans les soins de support, à peu près 300 médecins et 1000 pharmaciens. Et en France, on compte 45 consultations d'homéopathie dans les centres hospitaliers, privés et publics. Il y en a un tiers, 15 consultations qui sont dans les services d'oncologie.
À quel moment l'homéopathie peut intervenir? À tous les stades de la maladie, dès l'annonce par rapport à tout ce qui va être l'anxiété, le choc émotionnel, les perturbations du sommeil. C'est souvent un peu plus difficile pour nous d'arriver à ce stade-là parce qu'il y a déjà plein de professionnels qui sont passés par là et le patient est déjà assailli de nouvelles pour que nous, on arrive à être là, mais c'est possible. On accompagne la chirurgie dans la prévention des hématomes, aide à la cicatrisation, la douleur, les effets secondaires de l'anesthésie, la reprise du transit. Pendant les traitements conventionnels, quels que soient les traitements, chimio, radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée, tous les nouveaux traitements qui arrivent aussi, dont le but c'est de diminuer les effets secondaires pour améliorer la qualité de vie et améliorer l'observance. Donc certes l'homéopathie, on est bien d'accord, on est bien complémentaires, on n'est pas là pour guérir les patients et quand il y a un patient qui vient me voir en me disant je ne veux pas prendre la chimio, donnez-moi l'homéopathie pour guérir le cancer, c'est non. Et je ne lui presserai rien. C'est non, vous reviendrez me voir quand vous aurez accepté le traitement que l'oncologue vous préconise. Et là, je vous aiderai à mieux tolérer les effets secondaires que vous pourrez développer. Par contre, on a quand même vu qu'on améliore, en diminuant les effets secondaires, on améliore l'observance. On peut avoir, mais avec aussi l'acupuncture, l'hypnose et les autres thérapeutiques de soins de support, un gain de chance pour le patient. Parce que du coup, on a moins de diminution de dose des traitements conventionnels et moins d'arrêt précoce des traitements. Et en post-cancer, tout ce qui va être retour à la vie normale, donc les douleurs qui vont rester, l'anxiété, troubles du sommeil, les séquelles des traitements qui peuvent y avoir. Il y a une ligne que je n'ai pas mis aussi, c'est si malheureusement il n'y a pas de post-cancer mais qu'on se dirige sur du palliatif, on peut aussi accompagner sur la douleur, l'anxiété, le patient et aussi les accompagnants et les... Alors, les symptômes les plus fréquemment présentés par les patients en cours de traitement, le premier symptôme, c'est la fatigue. Ça concerne 73% des patients. Et le premier traitement de la fatigue, c'est l'activité physique adaptée. Donc, voilà, quelle que soit effectivement votre forme, on ne va pas demander aux patients d'aller faire un marathon, mais s'ils peuvent aller marcher un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure tous les jours, mais de garder une activité physique régulière et adaptée à l'état de santé et à la fatigue aussi. En homéopathie, on a un protocole. Celui-ci, c'est le premier maintenant qu'on prescrit depuis qu'on a fait nos recommandations en 2017. Et après, on réadapte en fonction de l'efficacité ou non qu'on pourra constater. Donc c'est un protocole sur 4 jours, c'est une dose par jour, 4 jours de suite, de phosphoricum acidum. On a une action sur la fatigue physique, mais aussi psychique, tout ce qui va être troubles de mémorisation, de concentration et autres. Sur les troubles digestifs, alors je ne vais pas vous énumérer tous les médicaments homéopathiques, parce que le but c'est pas de faire un cours en homéo. Mais ce qui me paraissait intéressant dans cette diapo au niveau des recommandations, c'est de voir que pour les nausées, on n'a pas un seul médicament, mais on en a plusieurs. Parce qu'en homéopathie, du coup, on individualise aussi en fonction de ce qu'on appelle les modalités du symptôme et du type de symptôme. Les nausées d'une personne à l'autre, elles vont être différentes. Il y en a qui vont être soulagées parce qu'elles vont vomir, d'autres elles peuvent vomir, ça ne va pas les soulager. Il y a des gens, ils vont nous dire, moi c'est les odeurs de cuisine ou les odeurs de parfum, c'est terrible, je ne peux pas. D'autres personnes, quelles que soient les odeurs, ça ne va pas aggraver leur nausée. Et en fait, en fonction de toutes ces qualificatifs, des caractéristiques en fait du symptôme, on adapte notre traitement homéopathique. On a une action aussi sur tous les troubles dermatologiques, comme les syndromes main-pied, les toxicités des ongles pour ceux qui ont des chimios avec les taxanes. Les douleurs articulaires et musculaires. Alors, on a une étude qui a été faite par un de nos collègues en 2014. Donc, il a fait une étude observationnelle prospective. Donc, sur les femmes ménopausées ayant un cancer du sein sous hormonothérapie par anti-aromatase, il avait fait 2 groupes de 20 patientes. Un groupe avec le traitement conventionnel et les traitements antalgiques classiques, et un deuxième groupe où il avait rajouté en plus l'homéopathie et le même protocole pour tout le monde, Rustox en 9CH et Ruta en 5CH.
Et il avait observé 3 mois après les résultats des traitements. Et donc dans le groupe qui avait de l'homéopathie, on avait une diminution du nombre de patientes qui présentaient des douleurs de 60%, contre une augmentation de 90% dans le groupe sans homéo. On avait une aggravation des douleurs seulement dans 5% des cas dans le groupe homéopathie, contre 70% dans le groupe sans homéo. Et on avait une diminution significative du nombre de zones douloureuses, de la fréquence et de l'intensité, ainsi que de la consommation des antalgiques dans le groupe homéo versus le groupe non homéo. Et ce qui était intéressant aussi que j'ai retrouvé dans cette étude, c'est qu'on a une perturbation du sommeil quand même dans un tiers des cas dans le groupe non homéo, alors qu'il n'y en avait pas de retrouvé dans le groupe homéopathie. Donc c'est pas, les douleurs, c'est pas juste supporter les douleurs, mais on en voit qu'il y a quand même un impact sur la qualité de vie, sur la qualité du sommeil et sur le quotidien des gens. Donc on accompagne aussi l'hormonothérapie qui concerne 80% des cancers du sein, le tamoxifène ou anti-aromatase, la durée des traitements 5 à 10 ans en fonction du type de cancer. Et la problématique de l'hormonothérapie, c'est qu'elle est quand même mal supportée, avec une baisse de la qualité de vie, et qu'on a beaucoup de patientes qui soit ne veulent pas le prendre, soit veulent arrêter les traitements. On a les pharmaciens souvent qui nous disent régulièrement, les patients viennent avec leur ordonnance et puis nous disent non, ça il m'en reste, c'est pas la peine de me le redonner. Donc du coup c'est difficile d'évaluer aussi celles qui arrêtent ou ne le prennent pas quotidiennement parce qu'elles ne le disent pas forcément. D'où l'intérêt de l'homéopathie pour diminuer ses effets secondaires, donc améliorer la qualité de vie et surtout l'observance du traitement et le gain de chance derrière. Donc là aussi, pour l'hormonothérapie, la CISO a sorti des recommandations. Donc on retrouve pour les douleurs Rustox et Ruta. Pour les bouffées de chaleur, donc on en a sélectionné 4, les 4 plus fréquents, mais il y en a plein d'autres parce que pareil, les bouffées de chaleur d'une femme à l'autre, elles sont différentes. Il y en a qui ne vont pas transpirer, il y en a elles vont transpirer grosses gouttes à devoir se changer. D'autres, ça va être que le buste, d'autres que la tête ou le pourtour. Enfin, voilà, il y en a qui vont avoir des palpitations, des vertiges associés. Ça va être nocturne, diurne. C'est très variable. Donc on adapte en fonction de la caractéristique de la bouffée de chaleur. Et on trouve notre protocole phosphoricum acidum pour la fatigue. En radiothérapie aussi, on accompagne pour limiter l'apparition des effets secondaires et notamment cutanés. La CISO recommande le radium bromatum dès l'apparition des effets secondaires. Moi, personnellement, je le mets dès le début en prévention et j'attends pas que les effets secondaires arrivent. Et après, si effets secondaires il y a, on réadapte et on ajuste le traitement. Donc, on peut aussi intervenir pour accompagner la chirurgie, que ce soit au niveau de l'anxiété que va générer la chirurgie, avec du gelsemium et de l'arnica, ça c'est les recommandations de la CISO, mais pareil, en fonction du type d'anxiété, on peut réadapter quand on connaît bien le patient. Et après la chirurgie, pour aider à éviter les effets secondaires de l'anesthésie, aider à la reprise du transit, aider donc sur les douleurs et les hématomes, cicatrisation, et en fonction du type de chirurgie, on adapte aussi nos traitements. J'ai préféré mettre des petites images qu'une liste de médicaments homéopathiques parce qu'on accompagne aussi tout ce qui va être les troubles de l'humeur, l'anxiété, dépression, troubles du sommeil. Et en fonction des manifestations qu'il va y avoir, on adapte les traitements. Donc la peur, la tristesse, la colère, la petite dame qui est insomniaque parce que du coup elle cogite trop. Voilà, donc pour conclure, on a le champ d'action de l'homéopathie, il est vaste, c'est du début à la fin de la prise en charge. Dès l'annonce, la chirurgie, le diagnostic, la chimio, la radiothérapie, l'hormonothérapie, tous les autres traitements, l'état général, l'état psychologique, on peut intervenir à tous les stades et à tous les niveaux. Il y a une chose pour laquelle en homéopathie, on n'est pas doué, mais pas plus que les traitements qu'en allopathie, c'est l'alopécie. On n'a rien non plus pour l'alopécie. Donc, comme je vous le disais, on peut intervenir à tous les stades de la maladie cancéreuse. Donc, on est complémentaires. S'il y a vraiment quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est vraiment ce message-là que je veux faire passer.
pas d'interaction médicamenteuse, pas d'effets secondaires, sécurité et facilité d'emploi. Jusqu'à présent, on est toujours pris en charge dans le cadre de l'ALD à 100%, que ce soit pour les consultations, les remboursements des tubes d'homéo en pharmacie, les bons de transport pour les gens qui ne peuvent pas venir. On est dans le cadre des soins de support en oncologie, donc le VSL est également pris en charge. Voilà. Et donc tout ça a permis une meilleure adhésion des patients au traitement et le patient redevient acteur dans sa maladie, dans son parcours. Voilà, merci pour votre attention et je voulais juste finir avec cette petite image où en fait on est tous main dans la main. Il y a les oncologues, il y a l'homéo, il y a tous les autres soins de support, il y a les associations comme la ACC qui m'a invité aujourd'hui. Il y a la Ligue que vous connaissez, il y a Phoenix Attitude qui a ouvert aussi il n'y a pas très longtemps. Le but, c'est qu'on soit tous ensemble pour avancer et voilà.